c'est pas tout à fait folklorique parce qu'il y a une histoire derrière tout ça, qui est l'histoire en fait des républiques et de l'innovation qu'a faite De Gaulle. Sous la quatrième ou enfin la troisième, la quatrième et République, le président de la République était élu par un collège de notables, députés, sénateurs, président de conseil général, etc., etc. Je ne me rappelle plus la définition exacte. Il devait y avoir des conseillers généraux. Enfin, en gros, c'était quelques dizaines de milliers de personnes. C'est d'ailleurs comme cela que De Gaulle a été élu en 1958. En décembre 58, il n'a pas été élu par le peuple français. Il est arrivé à l'Élysée par des événements troubles qui se sont passés notamment au cours du mois de mai 1958. La France était en train de basculer dans la guerre civile à cause ce qu'on appelait les événements d'Algérie, c'est-à-dire en fait la guerre d'Algérie. Et donc René Coty, le président de la quatrième République, le deuxième et dernier président de la République, a appelé Charles de Gaulle à former un nouveau gouvernement et à préparer un projet de réforme constitutionnelle. Il l'a appelé, De Gaulle était surnommé à l'époque le plus illustre des Français, puisque c'était lui qui avait mené la France libre, mais qui avait claqué la porte du gouvernement en 1946, le 20 janvier 1946, et qui avait ensuite fait ce qu'on appelle la traversée du désert. C'était pendant 12 ans. Eh ben, il rongeait son frein. Il avait vu des institutions, celle de la quatrième République, qui avaient été votées et qui donnaient en fait tout le pouvoir au régime des partis. D'ailleurs, la quatrième République était devenue complètement le paillasson des États-Unis d'Amérique, exactement comme ce qui est devenu la cinquième République d'ailleurs. Lorsque De Gaulle revient au pouvoir, il propose un projet de réforme constitutionnelle qui donne beaucoup plus de pouvoir au président de la République. Ça va être la cinquième République et qui vise à briser le pouvoir des partis. Et en 1958, il prévoit que le président de la République, tout en ayant tous ses pouvoirs, va être élu comme auparavant, c'est-à-dire avec un collège de, je sais pas, 50 000, 60 000 personnes. Mais il avait une idée derrière la tête qu'il n'avait pas pu mettre en œuvre en 1958, mais qu'il va mettre en œuvre en 1962, puisqu'il arrive en 58 pour régler l'affaire d'Algérie. C'est une situation extrêmement dramatique. Et il juge, à tort ou à raison, je pense que c'est plutôt à raison, qu'il n'allait pas soulever le débat de l'élection du président à ce moment-là. C'était quand même un sujet qui était un peu, qui n'est pas à la tête des Français. Donc il se fait élire et il règle la question algérienne avec les accords d'Évian, le référendum d'avril 1962 accordant l'indépendance à l'Algérie. Alors, on peut revenir sur l'histoire. Voilà, vous savez qu'il était revenu avec quasiment la promesse de maintenir l'Algérie dans la République française. Et puis, en fait, il va faire le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, il va accorder son indépendance l'indépendance de l'Algérie. Donc, ça veut dire qu'il y aura toute une série de Français, notamment ce qu'on appelle les pieds noirs, c'est des Français installés en Algérie depuis parfois 150 ans, depuis 1830, des familles qui avaient fait souche en Algérie, qui vont lui en vouloir toujours, et dont les descendants en veulent toujours à De Gaulle, d'avoir lâché l'Algérie, qui, à la différence des autres colonies en Afrique, étaient considérées comme des départements français. C'est pas, il y avait des préfectures, il y avait au début 3 départements, après il y en a eu davantage, mais ça n'avait rien à voir avec le statut du Maroc et de la Tunisie. Bon, bref, les événements font qu'en définitive, on aboutit aux accords d'Évian, à l'indépendance de l'Algérie. Et une fois qu'il a réglé ce problème, De Gaulle, à ce moment-là, s'est attelé au deuxième problème, c'est-à-dire justement l'élection au suffrage universel qui lui tenait tant pour casser le régime des partis politiques. Et donc, il propose l'élection au suffrage universel. Or, l'élection au suffrage universel faisait frémir les parlementaires, parce que c'est un pouvoir qu'on leur retirait, faisait frémir les gens de gauche, notamment parce qu'ils y voyaient la marque de quelque chose qui pouvait s'apparenter à du bonapartisme, hein, c'est-à-dire voilà, du populisme, du bonapartisme. Certains pensaient à Bonaparte, d'autres pensaient au général Boulanger, etc. Et donc la gauche entière s'était opposée à ce système, alors que De Gaulle disait c'est au peuple français de trancher. Parce que De Gaulle, dans sa pensée
politique préférait faire confiance directement au peuple plutôt qu'aux partis politiques qu'il considérait comme complètement vérolés. Et De Gaulle donc impose cette réforme constitutionnelle en ayant recours à un article qui lui faisait échapper à la censure éventuelle des parlementaires. Vous connaissez le président du Sénat de l'époque qui parle de forfaiture. Enfin, ça va très loin. De Gaulle fait le référendum contre vents et marées et le peuple français valide à une très large majorité quand même cette élection au suffrage universel. Alors, il y a des gens, il y a des parlementaires qui même, c'était en 1962, même 62 ans après, n'ont toujours pas digéré cette affaire et voudraient revenir au système antérieur. Et il y a une idée derrière qu'il ne faut pas forcément écarter, c'est que le système de l'élection au suffrage universel par le peuple a un inconvénient. Il faut le reconnaître, qui apparaît avec le temps. Il a même deux inconvénients. Le premier inconvénient, c'est qu'il est difficile, d'un point de vue conceptuel, d'être élu par 52% de la population, ou ça c'était Mitterrand en 1981, 51% c'était Giscard en 1974, etc. Donc d'être élu par des faibles majorités. Et ensuite, à 20 heures, et dès la demi-heure qui suit, d'un seul coup, prétendre être le président de tous les Français. Parce que l'élection au suffrage universel avec tout le peuple qui a voté crée des fractures que l'on peut pas résoudre. Et on voit bien, par exemple, que Macron, même s'il a fait des scores très importants face à Madame Le Pen, il y a quand même des fractures qu'il ne pourra jamais résoudre, en fait. Donc, en fait, on a un président de la République, c'est comme aux États-Unis, d'ailleurs, c'est le même inconvénient qu'aux États-Unis. On a un président de la République qui, en fait, est considéré toujours un peu comme plus ou moins illégitime par une partie significative de la population. Ça va à l'encontre de l'idée du monarque républicain qui rassemblerait tout le monde. Donc ça, c'est le premier inconvénient. On n'a pas vraiment trouvé de solution à ce système, sauf à avoir effectivement quelqu'un d'extrêmement populaire. Ça a été le cas de Chirac. Je ne sais pas qui était extrêmement populaire, mais suite au 21 avril 2002, lorsqu'il y a eu un deuxième tour, Jean-Marie Le Pen, Jacques Chirac, à la surprise générale, il y a eu 82% des Français qui ont voté pour Jacques Chirac parce qu'ils voulaient faire barrage à Jean-Marie Le Pen. Mais ça n'était pas 82% des Français qui, en fait, soutenaient du fond de leur cœur l'action de Chirac. Donc ça, c'est le premier inconvénient. Il y a un deuxième inconvénient qui, à mon avis, a un peu échappé à De Gaulle et qui apparaît de plus en plus avec le temps. C'est qu'à partir du moment où on donne au peuple dans son ensemble le choix du président de la République, la question que l'on doit se poser, c'est comment le peuple va-t-il faire son choix ? Quel est le processus de formation de l'opinion publique ? Et à l'époque de De Gaulle, on pouvait espérer qu'il y ait une certaine déontologie des médias. Je rappelle d'ailleurs qu'à son époque, lors la première élection présidentielle au suffrage universel en décembre 1965, il y avait une seule chaîne de télévision. Il y avait chaque candidat, il y en a eu 6, chaque candidat avait eu droit à 1 heure de télévision, point barre, qu'il organisait à sa guise. Il y avait des messages radiodiffusés sur France Inter. Et puis, c'était tout. Et notamment, il n'y avait pas de commentaires des journalistes sur les grands médias. Et j'ajoute que la première et unique chaîne de télévision était une chaîne d'État, comme France Inter. Il y avait les télévisions, les radios périphériques comme Europe 1, RTL, Radio Monte-Carlo, ou bien ce qu'on appelait Radio Andorre, qui est devenu Sud Radio. Périphériques parce qu'elles étaient situées dans des pays étrangers, le Luxembourg, l'Allemagne, le Monaco et Andorre, et qui, en fait, c'était des radios qui étaient plus ou moins subventionnées par les Américains, justement pour essayer d'attaquer De Gaulle. Enfin, en gros, c'était comme ça que ça fonctionnait. Et ce que De Gaulle n'a pas vu, je pense, c'est l'explosion des médias, l'explosion des médias privés, la puissance financière des grands groupes qui veulent mettre la main sur les télévisions privées.
ou radio privée, et avec des gens des milliardaires qui interviennent carrément dans la formation de l'opinion publique. On a commencé cet entretien qui s'achemine bientôt vers la fin. On a commencé cet entretien justement en commentant, j'ai fait un débunkage de ce qui m'est arrivé sur CNews. En fait, M. Bolloré, par l'intermédiaire de son rédacteur en chef, ou de son directeur, M. Nedja, en fait, c'est lui qui pilote, qui est-ce qui va pouvoir être promu ou au contraire invisibilisé. Et donc c'est un défaut considérable, c'est que l'élection du président de la République du suffrage universel est en fait offerte aux milliardaires qui vont pouvoir s'acheter des milliards. On l'a vu avec Macron. Alors, je persiste à penser quand même que l'élection au suffrage universel est la meilleure des choses, parce que l'élection par des élus locaux n'avait pas que des avantages. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il faudrait, à mon avis, que l'élection du président de la République au suffrage universel s'accompagne d'une série de garde-fous quant à la formation de l'opinion publique. J'ai déjà donné des pistes. Je pense par exemple que les Français devraient être au courant 6 mois avant, et non pas 4 semaines avant le premier tour, de la liste des candidats, pour éviter ce qui m'est arrivé en 2017, c'est que j'ai été caché pendant des mois et qu'on m'a présenté au public contraint et forcé parce que j'ai fait les 500 parrainages. Je n'ai eu que 4 semaines pour faire campagne et on m'a donné 0,8 en me traitant de tous les noms. Et après, on s'étonne qu'effectivement, j'ai pas fait un gros score. Donc c'est complètement manipulé, en fait. Donc il faudrait, si on cherche vraiment à trouver l'expression avec le consentement éclairé, comme on dit pour les vaccinations, il faudrait faire la même chose pour l'élection au suffrage universel du président de la République. Il faudrait qu'il y ait un système qui permette aux Français d'être dûment informés des différents candidats qui se présentent à lui et de ses analyses, de ses propositions. Il devrait y avoir des entretiens approfondis. Il devrait y avoir aussi, pourquoi pas, des analyses médicales. Je pense qu'il n'est pas normal que quelqu'un se présente à l'élection présidentielle sans qu'on ait vérifié auparavant son statut médical, s'il est gravement malade, ou bien si c'est quelqu'un qui a l'habitude de consommer des psychotropes, des drogues et autres. C'est pas normal. De la même façon, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, de la même façon que les compagnies aériennes font des contrôles à tout instant sans prévenir des pilotes à bord de leurs avions pour voir s'ils n'ont pas un coup dans le nez, s'ils n'ont pas bu ou s'ils n'ont pas s'ils ne consomment pas des drogues. Il y a eu des drames épouvantables comme celui de la Germanwings. Donc ça fait partie de ce genre de choses. Mais il devrait y avoir aussi peut-être une vérification qui soit faite des liens des candidats, qu'on épluche par exemple tous ces échanges d'argent que l'on voit. Moi, sur M. Macron, il a été chez Rothschild. Par exemple, il n'a plus rien. Moi, j'aimerais savoir l'argent qu'il a gagné chez Rothschild, où est-ce que c'est passé. Voilà, donc ça serait normal que les Français le sachent, puisqu'on remet d'une certaine façon, le devenir, le sort de la France dans cette personne. Voilà. Et ça devrait aller aussi jusqu'à, par exemple, de savoir si ce monsieur ou si cette dame qui se présente au suffrage des Français, est-ce qu'il a des liens avec des pays étrangers? On parle beaucoup d'ingérence ces temps-ci, comme si les seules ingérences possibles venaient de Russie. Mais moi, j'aimerais savoir, pour le président de la République, comme pour tous les ministres d'ailleurs, ça devrait être porté à la notoriété des Français et même voire interdit qu'un président de la République ou des ministres ait une double nationalité. Voilà. Si quelqu'un, par exemple, imaginons quelqu'un qui se présente à la présidence de la République et qui est de nationalité ukrainienne, comme je crois c'est le cas de M. Glucksmann, qui avait été plus ou moins géorgien du temps où il était avec Saakashvili, qui est un agent de la CIA. Madame Christine Lagarde, qui a passé des années aux États-Unis, doit avoir la nationalité américaine. C'est pas normal. C'est pas normal, en fait. Moi, je suis désolé, j'enfonce peut-être des portes ouvertes, mais ça n'est pas normal. Et ce qui est anormal, c'est que je sois le seul, là, sur ce sujet, comme sur tant d'autres, à faire prévaloir le bon sens de la souveraineté nationale. Parce que les autres, ils sont tous couchés.
aller demander à M. Bardella, Mme Marion Maréchal, M. Mélenchon, est-ce qu'ils trouvent normal qu'on pourrait avoir un président de la République ayant la double nationalité française et américaine, par exemple? On peut songer à d'autres. Non, ça n'est pas normal. Voilà. Donc moi, je pense que ça fait partie de ce genre de sujet. Par ailleurs, on peut aussi faire des réformes. Enfin, moi, j'en avais proposé des réformes de la Constitution française avec des contre-pouvoirs beaucoup plus importants. Voilà. Parce que tout le monde n'a pas la sagesse, la vertu d'un ancien Romain comme Solon, vous savez, qui avait fait le code du temps de Rome, de la République romaine. Tout le monde n'a pas la même vertu que Charles de Gaulle. Donc il doit y avoir des contre-pouvoirs importants. Par exemple, c'est absolument anormal que M. Macron ait fait passer la dette publique française ait grimpé de 1000 milliards d'euros en l'espace de 7 ans, un homme seul, en fait, avec devant des paltoquets, des Attal, des Véran, des Édouard Philippe, des, des, je sais pas, des Bruno Le Maire, etc., qui, en fait, ils ont le larbin, ils ont l'ADN du larbin, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont là pour se mettre à quatre pattes devant Macron. Donc cet homme a une responsabilité énorme dans le sort de notre pays. À cause de lui, on se ramasse 1000 milliards d'euros de dettes supplémentaires, en plus, qui n'ont servi à peu près à rien. Donc ça n'est pas normal. Ça n'est absolument pas normal. Il devrait y avoir des contre-pouvoirs qui, s'agissant de l'endettement, par exemple, public, devraient passer devant un collège, je ne sais pas moi, d'une vingtaine de personnes, avec des députés, par exemple, et également des financiers, des experts financiers, qui donnent ou non l'autorisation d'augmenter les dépenses publiques. C'est comme ça que ça devrait se passer. Parce que le vote du budget à l'Assemblée nationale est souvent fait par des députés qui font ça. Ils se rangent derrière l'avis du parti politique auquel ils appartiennent. Voilà. Il y a j'ai plein d'autres idées derrière tout ça. Mais au total, et je réponds enfin, parce qu'on arrive à la fin de cette émission, je suis désolé pour les questions qu'on n'a pas traitées cette fois-ci. Au total, je pense que de toute façon, une réforme pareille serait extraordinairement impopulaire. Je pense qu'on ne peut pas revenir en arrière sur l'élection au suffrage universel. En revanche, je pense qu'il faut avoir des filtres pour filtrer les dingues, les drogués, ceux qui dépensent leur argent n'importe comment, avoir des procédures qui empêchent le chef de l'État d'avoir des pouvoirs excessifs, parce que ça n'est pas normal.